a tendance à tenir pour acquis que le sexe désigne un mécanisme universel qui conduirait à la reproduction et que les sexes correspondent à des types, à des essences qui seraient clairement caractérisées et qui seraient reconnaissables et qu'on nommerait du coup dans la nature mâle et femelle. Cette opinion, qui est très répandue, elle semble qui plus est conforme à ce que la science, et plus particulièrement les sciences de la nature, disent du sexe. Il y aurait deux sexes, le mâle et la femelle, bien distincts, avec des caractéristiques qu'on est capable de nommer, de dénombrer, etc. Ça nous conduit à éviter du coup de réinterroger nos opinions sur le sujet, étant donné qu'on a l'impression qu'elles sont validées scientifiquement. On renvoie donc souvent la définition du sexe à la nature, qui fait office ici de normes, de principes de référence à partir duquel on pourrait penser et connaître. Ce qui est naturel serait alors tout aussi bien ce qui est vrai que ce qui est normal, et par conséquent, tout ce qui sortirait des normes naturelles serait déviant, anormal, problématique, contre nature. Or, d'une part, ce qui est normal, par opposition à ce qui est pathologique, tels qu'ils avaient été notamment analysés par Canguilhem en médecine au milieu du XXe, évolue en fonction de l'époque, du contexte, de l'environnement, ce qui devrait nous conduire plutôt à éviter d'enfermer le normal dans une essence figée, dans un type identique de toute éternité. Et puis d'autre part, le normal possède bien évidemment une dimension politique et il est à ce titre aussi bien un produit social que le produit d'une histoire qu'il faudrait connaître pour être en mesure de caractériser ce qu'on appelle normal au plus juste. On peut ranger l'idée selon laquelle la nature serait la référence à partir de laquelle penser le sexe, comme d'autres choses par ailleurs, sous la catégorie du naturalisme. Face à lui, une position qu'on pourrait dire antinaturaliste et qui a pu prendre la forme par exemple de ce qu'on appelle le constructivisme, affirme que nos connaissances sont toujours des dispositifs qui sont situés, qui sont construits avec des outils qui sont relatifs aux époques, par des individus qui sont engagés dans l'existence avec des pratiques qui leur sont propres, avec des positions politiques, etc. Faut-il alors, pour penser le sexe, opposer la nature et avec elle les sciences naturelles au social et aux sciences qui lui sont liées et repartir d'une analyse qui serait socio-historique ? Ou bien faut-il, là aussi, revoir la dichotomie et l'opposition entre ces deux types de sciences et réétudier les phénomènes naturels en montrant toute leur complexité ? On pourrait dire qu'il existe une pluralité et une diversité des modèles théoriques du vivant qui a peut-être été un peu négligée et qui permettrait aussi de questionner, au sens de remettre en question, les idées de type, d'essence figées dans la nature. Donc, autrement dit, la question ce serait: est-ce que pour repartir d'une définition du sexe qui serait la plus juste possible, il faudrait renier quelque part l'héritage d'un naturalisme et des sciences du vivant, ou au contraire, est-ce qu'il faudrait revenir à la nature, mais à la nature entendue dans un sens qui serait plus juste et plus complexe que que la caricature qu'on a pu en faire avec un certain nombre de positions. Dans le cas du développement des caractères sexuels en particulier, la position naturaliste qui tend à définir la norme, elle pourrait être ramenée à une idée un peu simple, mais qui serait que ce sont les gènes qui sous-tendent le développement du sexe. On penserait alors que le sexe se détermine uniquement par des facteurs internes, et cette idée, elle véhicule un certain nombre de représentations, comme par exemple celle d'une forme de déterminisme, lequel renvoie à l'idée implicite selon laquelle les voix femelles et mâles seraient scellées par des causes qui seraient intangibles et qui seraient nécessaires. Or, si on y regarde de plus près dans la nature, on remarque que certains mécanismes du développement du sexe ne dépendent pas seulement d'une détermination génétique, mais trouvent une explication dans différents facteurs, comme par exemple des facteurs environnementaux. Alors, parmi ces facteurs qui sont très multiples, on trouve notamment les paramètres comme la température, dont on sait qu'elle influence le développement des caractères mâles ou femelles chez certaines espèces de reptiles, et en particulier, pour prendre un exemple, les embryons d'un certain type de tortue qui s'appelle la tortue émis se développent tous en mâle s'ils sont incubés à une température inférieure à 25 degrés pendant le dernier tiers de leur temps d'incubation, et tous en femelle si la température excède les 30 degrés.
Dans ce cas-là très particulier, on remarque que les paramètres génétiques qui entrent en compte dans la détermination du phénotype sexuel de ces tortues sont eux-mêmes dépendants d'une forme de détermination environnementale, ici la température d'incubation. Dès lors, la manière dont la détermination des caractères sexuels doit être expliquée nécessite de prendre en compte la nature dans sa diversité, ce qui implique également une prise de recul tant sur notre conception biologique que sur notre conception usuelle, non scientifique, de la manière dont on va définir le sexe. Alors, dans ce contexte, un cas d'étude qui, moi, m'a intéressée, c'est celui des symbioses qui influencent la détermination des caractères sexuels. Alors la symbiose, c'est quoi? La symbiose désigne l'établissement d'une association entre deux organismes, comportant parfois même la création d'un organisme plus ou moins unifié. Cette structure d'association, elle peut disposer à des relations antagonistes comme bénéfiques. En fait, ce qui est pris en compte pour définir la symbiose étant qu'il y ait une forme de vie en commun. Donc le symbiote, les organismes qui vivent en symbiose, peuvent être dits mutualiste quand l'association est à bénéfice réciproque, parasite quand l'association implique que l'autre va subir des effets négatifs, ou bien commensaux quand l'association est sans effet positif ou négatif pour l'autre. Parmi les relations symbiotiques, beaucoup manifestent des associations entre un hôte et des micro-organismes tels que des bactéries. Plus spécifiquement, il y a un certain nombre d'associations qui peuvent avoir une influence directe sur le développement de l'hôte et sur le développement des caractères sexuels en particulier. C'est notamment le cas des associations avec les bactéries du genre Wolbachia, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir les mentionner. Je vais faire une brève présentation de la bactérie et puis ensuite je vais revenir un peu sur ses effets. Ça peut être un peu touffu en termes d'explication, y compris parce que du coup il y a un peu des mécanismes biologiques, mais je vais je vais pas trop rentrer dans le détail pour essayer de pas trop perdre le fil. Donc Wolbachia, ou son nom entier Wolbachia pipientis, c'est une bactérie qu'on retrouve à l'intérieur des cellules de ses hôtes. Elle a été découverte et analysée dans les organes reproducteurs d'un moustique qui s'appelle Culex pipiens par Hertig et Wolbach, d'où son nom, en 1924. C'est une bactérie qui est parasite de la reproduction, c'est-à-dire qu'elle modifie la reproduction et le développement des caractères sexuels chez les espèces qu'elle infecte. Dès les années 50, des chercheurs découvrent que certains croisements au sein des moustiques infectés sont incompatibles, c'est-à-dire qu'ils produisent peu, voire ne produisent pas de descendance. Et une analyse de ce phénomène conduira très vite à émettre l'hypothèse selon laquelle cette incompatibilité, elle a sa source dans le cytoplasme, c'est-à-dire le contenu des cellules, et qu'elle est héritée de la femelle et non du mâle. Ça aura une importance pour la suite. Dans les années 70, le constat est fait que les mâles des souches infectées sont incompatibles avec les femelles de la même souche traitée par antibiotiques, alors que la réciproque est compatible. Et on explique en fait cette incompatibilité entre le sperme et l'œuf par la présence ou l'absence des bactéries Wolbachia qui manipulent la reproduction et le développement des hôtes qui les hébergent. Donc on a une influence de la bactérie à l'intersection de la reproduction et du développement. Elles affectent le succès reproductif des hôtes et elles ont une influence sur le phénotype. On y reviendra. En tout cas, elles sont considérées comme l'endoparasite le plus répandu sur Terre. Elles infectent des vers nématodes, des vers ronds, de nombreuses espèces d'arthropodes, des crustacés, des araignées, des acariens, des insectes. On considère aujourd'hui qu'il y a 70% des espèces d'arthropodes environ qui seraient infectées par la bactérie. Donc c'est pas rien et c'est rigolo et vous allez voir pourquoi. Alors justement, quels sont les effets de cette bactérie sur leurs hôtes? Elles vont influencer, comme je le disais, le développement de certaines caractéristiques sexuelles. Et il y a plusieurs noms qu'on a donnés à ces différents effets que je vais mentionner maintenant et qui représentent chacune une type de variation de la manipulation que permet cette bactérie.
Alors le premier effet, on le nomme de manière un peu théorique et technique une incompatibilité cytoplasmique. C'est l'idée que j'évoquais tout à l'heure d'une incompatibilité reproductive entre le sperme et l'œuf qui va tendre à la mort de la cellule œuf chez certaines espèces. Donc, elle conduit parfois à une mortalité embryonnaire anormalement élevée dans une descendance qui est issue de croisements entre mâles infectés et femelles non infectées ou l'inverse. Elle peut se manifester aussi lors de croisements entre des mâles et des femelles qui sont infectés par des souches différentes de la bactérie. Dans les deux cas, l'idée c'est qu'il y aurait une modification biologique du sperme et l'impossibilité ensuite de pouvoir mener la reproduction jusqu'au bout. Alors ce qui est intéressant, c'est le résultat ou la conséquence de cette incompatibilité. Le phénomène consécutif à cette incompatibilité, on le désigne en biologie sous l'expression de male killing, donc le fait de tuer les mâles. Et donc il correspond à la mort des embryons mâles par destruction des chromosomes chez certaines espèces infectées. Et l'idée biologique du coup, c'est que les bactéries, parce qu'elles se transmettent principalement par les femelles, elles vont biaiser ce qu'on appelle le sex ratio, c'est-à-dire le rapport du nombre de mâles et de femelles au sein d'une espèce, des populations qu'elles infectent en faveur des femelles pour qu'elles puissent se transmettre et assurer du coup leur invasion et leur persistance dans les populations. En gros, elles ont besoin de pouvoir se transmettre. Comme elles se transmettent par les femelles, elles vont avoir besoin que les femelles soient de plus en plus développées. Et donc, une des stratégies pour ça, on y reviendra, mais une des stratégies, c'est de tuer les embryons mâles pour favoriser du coup les embryons femelles. Le deuxième processus consiste dans ce qu'on appelle, ce qui vient un peu au même, est le développement de femelles exclusivement, là pas en tuant des mâles, mais en permettant un développement plus favorable pour les femelles. Chez certaines espèces, on retrouve ça notamment chez des guêpes. L'idée, c'est que chez ces espèces, la reproduction, elle peut se faire soit par l'intermédiaire d'une fécondation, soit être monoparentale sans fécondation. On appelle ce processus la parthénogenèse. Et du coup, chez ces espèces, les œufs qui sont fécondés, ils sont aussi diploïdes, c'est-à-dire qu'ils ont 2 copies de chaque chromosome. Et ces œufs-là se développent habituellement en femelle, alors que les œufs qui ne sont pas fécondés, ils sont haploïdes, ils contiennent un seul exemplaire de chaque chromosome et ils se développent plutôt en mâle. Ce que fait Wolbachia quand elle infecte ces populations-là, c'est qu'elle entraîne la transformation des œufs non fécondés qui passent de haploïdes, donc avec un seul exemplaire de chaque chromosome, à diploïdes, et donc vont se développer en femelle, alors qu'à la base, ils étaient supposés se développer en mâle. Ce qui implique notamment que les femelles infectées, elles vont produire jusqu'à 2 fois plus de filles que les femelles non infectées. D'où le fait que, encore une fois, les bactéries peuvent se développer et se reproduire davantage. Et enfin, dernière, et puis après j'arrêterai là avec les trucs un peu techniques, mais dernière stratégie, c'est ce qu'on va appeler on l'a appelé ça la féminisation. Ça se passe surtout dans des espèces de cloportes notamment. C'est l'idée que Wolbachia va prendre le contrôle de la détermination du sexe et elle va, dans certaines espèces, transformer des mâles en femelles génétiques fonctionnelles. Autrement dit, elle va manipuler le sexe chromosomique de manière à ce que, malgré le fait que les chromosomes soient des chromosomes masculins, les mâles infectés soient capables de se reproduire et d'avoir une descendance qui est elle-même féconde, tout comme pourraient le faire les femelles. Et dans ce cas-là, ce qu'on constate, c'est que c'est la présence ou l'absence de la bactérie au moment de la reproduction et du développement qui compte comme un facteur déterminant dans la formation du sexe, puisque la présence de la bactérie représente un élément plus décisif dans le développement que les facteurs chromosomiques.
Donc j'arrête là pour la présentation un peu technique, mais ce qui est intéressant, c'est que ces effets, ça nous invite à revoir la manière dont est défini le développement du sexe et sa caractérisation. Dans le cas de ces bactéries-là, ce qui est suggéré, c'est que l'influence des bactéries, elle peut jouer finalement un rôle qui pourrait être dit un rôle qui vient de l'environnement, parce qu'elles peuvent être tout à fait prises par l'environnement, ou elles peuvent se reproduire par l'environnement ou se parasiter par cette voie-là. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que simplement des facteurs génétiques seuls qui seraient des facteurs internes, comme on a toujours voulu l'entendre et le voir, se dire que finalement la manière dont le sexe se développe, c'est uniquement quelque chose qui se déroulerait avec un plan qui est déjà prévu d'avance et qui est génétique et qui est interne. En réalité, on se rend compte que les facteurs sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus divers que ce qu'on pourrait envisager, et que le sexe, c'est une entité qui est en développement, c'est une entité qui est historique et qu'elle est autre chose que la conformité abstraite et définitive à un type qui serait figé et normatif. Et donc disons que ces conclusions ou ces analyses, elles permettent de montrer que le développement du sexe, c'est davantage une cascade des événements qui lient le génotype au phénotype, avec à l'intérieur de ces événements tout un tas de caractères qui seraient diversifiés. Elle montre aussi, ces analyses, que la tendance qu'on a à renvoyer le sexe et avec lui le genre à la simplicité des phénomènes naturels ne fait pas sens, puisque le sexe biologique est bien plus complexe que ne le laisse croire une définition qui serait première et intuitive. Et on pourrait, à cet égard, reprendre les analyses de Gaston Bachelard qui montraient, en fait, dans la formation de l'esprit scientifique, que l'opinion, elle pense mal, elle pense peu. Et pourquoi est-ce qu'elle pense mal et elle pense peu? Parce que souvent, nous dit Gaston Bachelard, elle traduit ses besoins en connaissance. Autrement dit, dans la formation de l'esprit scientifique, l'idée, c'est pour Bachelard de montrer ce que la manière dont devrait se développer un esprit scientifique et une démarche scientifique. Et il nous dit, pour qu'un esprit scientifique se développe, il doit penser contre l'opinion, parce que l'opinion, précisément, a tendance à traduire ses besoins en connaissance, et donc a tendance à prendre et à décréter comme connaissance des choses qui sont davantage le reflet de positions sociales, d'idées qui sont peu fondées et qui sont davantage des traditions ou des habitudes de pensée, ou qui sont liées à des systèmes de domination, de pouvoir, de politique, qui viennent biaiser notre manière de voir les choses. Et donc, en réalité, le normal relié au naturel aurait davantage une histoire qu'il faudrait déconstruire plutôt que quelque chose qui serait intuitif et qui serait évident. Justement, méfions-nous de l'évidence. On pourrait à ce titre d'ailleurs faire un parallèle entre les représentations du sexe et ce qu'ont pu être à un moment donné les représentations de ce qu'on a pu appeler les races. Le temps n'est pas si loin où on attribuait la situation d'esclaves des personnes noires à une nature qui les rendrait dépendants et soumis naturellement du coup, ou même à un handicap. De même pour les femmes fragiles par nature et par conséquent inaptes à étudier ou autre chose. Donc, de la même manière, nos représentations du sexe, de la binarité mâle-femelle et des images qui les accompagnent doivent être repensées sur un double plan. D'abord le plan social des conceptions systémiques et politiques qu'elles véhiculent, et puis ensuite sur le plan d'une conception naturelle et biologique plus juste et plus liée à la véritable diversité de la nature. Et pour conclure, je voudrais la poser la question, c'est pas moi qui la pose, je l'ai vu, mais c'est les bactéries Wolbachia sont-elles féministes, parce que j'avais lu du coup dans tout un tas d'articles de vulgarisation scientifique des questions de ce type-là, et ça m'avait fait sourire, ça m'a interpellée pour deux raisons sur lesquelles je conclurai. La première, c'est parce que se poser cette question-là, alors même que une des stratégies de Wolbachia, c'est de tuer les mâles, c'est quand même réduire le féminisme du coup à quelque chose qui est vraiment un peu guerrier, avec l'idée que le féminisme ce serait de vouloir tuer du coup les hommes comme la bactérie Wolbachia tuerait les mâles pour pouvoir se propager. Et du coup, je me disais que les mots qu'on emploie ne sont pas anodins, et que
Peut-être que à l'époque où tous les compteurs sont au rouge des féminicides, se demander, lier le féminisme à l'idée de tuer des mâles, c'est peut-être pas la meilleure manière de poser la question. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Et davantage relié à ce que je présentais auparavant, je me disais que la question de savoir si Wolbachia est une bactérie féministe, ça peut peut-être conduire à se demander si elle ne le serait pas, justement en invitant à avoir un regard plus féministe sur la nature. Là où le féminisme appelle notamment à revoir la binarité du genre et la binarité et les oppositions de nos façons de penser et à désandrocentrer nos représentations, une perspective féministe sur la nature pourrait nous permettre de la voir dans toute sa complexité. Non pas rejeter la nature parce qu'on a eu l'habitude de mal la concevoir et d'y faire référence comme à quelque chose d'essentialiste, mais la concevoir justement autrement, comme profondément non essentialiste.